Retour sur le plateau Equinoxoir, deuxième partie, c'est le temps du débrief, toujours en compagnie du docteur Louison Essomba, Raphaël Ndougou, Guy Hervé Fonga, Maître Fabien Kenyé. Madame, Monsieur, nous prenons donc tout de suite la direction de Montréal au Canada où nous attend Didier Tef Chaleur qui a assisté, qui a mobilisé toute la communauté camerounaise de ce côté-là pour nous dire ce qu'il en était véritablement. Bon après-midi, on va dire, bon après-midi Didier Tef Chaleur. Bienvenue à qui en soit. Oui, bon, bonjour Serge Alain, bonjour à tous les téléspectateurs, bonjour à tout le Cameroun. Encore une fois, je suis honoré d'être invité afin de donner, n'est-ce pas, le visuel, pas juridique, mais le visuel du Camerounais vivant au Canada, précisément à Montréal où je suis. Oui, la situation est chaotique en ce moment, regardant notre consoeur Mireille. Vous aviez peut-être Tef Chaleur qui vous parle en ce moment, mais je voudrais vous dire qu'il y a toute une grande communauté derrière moi. En principe, les femmes se sont mobilisées comme vous ne l'avez jamais vu, afin que la journée de samedi, nous puissions crier « Santé pour tous et justice pour Mireille », car c'était ça le slogan que nous avons eu samedi. Et dans ce cadre, si nous avons 3 points que nous réclamons en ce moment, puisque vous ne m'avez pas posé de questions, je vous résume juste ça, en attendant peut-être recevoir une question. Nous avons 3 points pour lesquels nous combattons en ce moment. Depuis le début de cette affaire, on parle d'un traitement raciste. Qu'est-ce qui vous amène sur cette piste concrètement? Alors, nous qui sommes en dedans, nous, on ne parlerait pas de racisme, parce que je pense que quand on va dans un hôpital, on ne va pas en tant que blanc, noir ou jaune, on va en tant qu'être humain pour se soigner. On a droit aux soins comme le rouge, comme le blanc, comme le noir. Donc, c'est pas classé, on va dire, racisme pour l'instant. Pour nous, c'est classé justice. Est-ce qu'il y a eu un manque de soins quelque part pour madame Mireille Njoumou qui était à l'hôpital? C'est la question que nous nous posons. Et c'est pour ça que toute la communauté s'est réveillée avec on va dire quoi, la presse écrite, la télévision comme vous. Ils sont tous venus samedi nous écouter. Nous ne sommes pas au niveau de la couleur, nous sommes encore au niveau de la justice. Qu'est-ce qui s'est passé? Est-ce qu'on va à l'hôpital en comptant beaucoup plus sur son téléphone cellulaire parce que c'est par là qu'elle a fait cet appel? Il faut vous le dire, il n'y a pas que Montréal ou le Canada qui est venu, n'est-ce pas, après ces cris. C'est vraiment tous les Camerounais de par le monde, tous les Africains de par le monde qui ont vu ces cris de détresse et qui se sont mobilisés afin de nous aider à, n'est-ce pas, faire ce qu'on a fait samedi. Donc pour l'instant, c'est pas classé racisme, c'est classé, on est dans le judiciaire, là. On ne sait pas qu'est-ce qui s'est passé, on veut juste savoir qu'est-ce qui est arrivé à notre consoeur pour l'instant. Voilà, et avec, est-ce que depuis samedi, la manifestation a eu lieu samedi, que vous disent concrètement les autorités de Montréal? Alors, pour l'instant, côté juridique, je pense que vous avez eu... côté juridique, je pense que vous avez parlé avec Maître. Tout à l'heure, je suivais le journal qui peut aller juridiquement parlant, vous dire des choses. Mais nous, dans la communauté, on s'est mobilisés. Alors, ceci me ramène à vous parler des 3 possibilités dont je vous ai fait part tout à l'heure. On a 3 points. Nous, là, on est côté médical. Ça veut dire qu'on cherche dans la communauté camerounaise parce que nous avons des infirmiers, des docteurs, tout ce qui va avec, qui devront travailler ensemble avec la famille pour avoir le dossier médical de notre consoeur. Ensuite, nous avons le dossier, le côté juridique, ça veut dire les juges, les avocats et tout ce que nous avons dans la communauté, afin de travailler en collaboration avec nos confrères et sœurs qui sont dans la santé pour aller savoir qu'est-ce qui s'est passé. Et puis le 3e point, il est politique. Quand on parle de politique, ici, c'est ça que nous avons fait samedi. Qu'est-ce que nous avons fait? Nous sommes allés crier le ras-le-bol. Il y a des députés qui sont venus écouter. Bref, il y a la classe politique québécoise, canadienne, qui est venue nous écouter. Donc, on espère donc que dans le lobby politique, ils vont donc travailler ensemble, afin que la santé, le juridique et le politique se rassemblent, afin que la vérité sorte. Car oui, notre sœur, notre consoeur mérite d'avoir la santé, en fait, mérite d'être traitée comme un être humain et non en termes de peau. Comme je vous dis, on n'est pas encore classé au terme race. On est vraiment dans l'optique que chacun a besoin, a droit à la santé. Voilà, c'est ça qui est la question en ce moment. Voilà, merci DJTF pour toutes ces explications. On va prendre les réactions ici en plateau. D'abord, je voulais ajouter quelque chose avant de partir. Cette Camerounaise, cette vidéo déjà, elle a lancé un cri de détresse. Elle demandait à ses soeurs, ses frères camerounais de lui venir en aide parce que ce qu'elle vivait dans cet hôpital n'était pas catholique.
C'est déplorable. Nous pouvons déjà dire que paix a son âme parce que c'est notre compatriote. Mais c'est déplorable parce que quand on sait que ce sont les pays que nous citons souvent en exemple où on peut vivre ce genre de situation, vraiment, on se pose la question pourquoi. Pourquoi? Parce que la santé n'a pas de prix et puis l'être humain on ne vend pas l'être humain en boutique, encore moins dans un supermarché. Donc, nous pensons que peut-être avec les revendications des autres compatriotes là-bas, quelque chose pourra être fait dans l'avenir par rapport à ce type de comportement où je ne savais pas qu'au Canada, il y avait déjà aussi ce type de comportement du genre racisme et autres. Nous ne pouvons que dire vraiment que la tête de nos ancêtres soit légère à notre compatriote, mais nous pouvons également dire plus jamais ça. Il faut quand même que les pays qui sont cités en exemple, véritablement des exemples dans le monde entier. DJTF dit qu'il ne faudrait pas faudrait pas s'engouffrer dans la thèse du racisme. Hein. Ce n'est pas encore... et ils demandent juste la vérité. Ils veulent savoir comment on en est arrivé là. Si la dame on ne peut pas encore parler de racisme. Si la dame a déclaré qu'elle avait des allergies et autres, pourquoi est-ce que les médecins n'ont donc pas pris les dispositions pour éviter que le pire arrive? Comme nous voyons, le cri de décès qu'elle lançait, ça veut donc dire qu'il y avait un problème. Donc, vraiment, c'est difficile. Nous pensons que quelque chose sera fait dans l'avenir pour que cela ne puisse plus se passer. Maître Fabien Kenyé. Je voudrais adresser mes condoléances à la famille qui a perdu cette oui. Je m'en sens en tant que Camerounais. Elle s'appelait Mireille Djoumou. Tout à fait. Et cela dit, il y a quand même quelques curiosités. D'abord, partant de ses propres déclarations. Lorsqu'une personne est malade et n'est pas assistée, elle déclare qu'elle a été isolée, sa famille était interdite d'accès, ça devient un tout petit peu suspect. Et au-delà de ça, sur le plan médical, lorsqu'on dit qu'une personne présente quelques allergies par rapport à certains médicaments, il me semble ça être expert en la matière, qu'on ne devrait pas les lui appliquer. Et pour dire, parlant de ces éléments, je pense que ce qui me rassure, je dois le dire, c'est que le Canada est un véritable état de droit. Donc je suis convaincu qu'au sortir des enquêtes, la justice déterminera certainement les responsabilités pour que son âme puisse véritablement reposer en paix. Guervé Fonga, face à ce drame, une compatriote qui lance cet appel-là, mais et le pire survient. Comment vous réagissez? Moi, cette actualité m'oblige à observer trois choses. La première chose, pour dire que je ne comprends pas, il y a tellement d'incohérences, moi, qui me met dans une posture inconfortable. Là, ça pose le premier problème du bien fondé du dossier médical. Parce que voilà une patiente qui dit, avec tambour et trompette, qu'elle fait des allergies à la pénicilline. Et on réussit quand même à lui administrer la pénicilline, alors que elle dit clairement qu'elle ne supporte pas la pénicilline. Je m'attends à ce que Maître rebondisse dessus pour dire comment est-ce qu'on gère ce type de situation. Lorsque ça arrive. Hein. Lorsque ça arrive, moi ça me pose un problème. Elle a clairement, d'où le bien fondé du dossier médical. Je crois que le dossier médical, c'est ce à quoi ça sert. Quand vous êtes malade, vous arrivez, on regarde quand même ce par quoi vous êtes passé et ce qu'on peut vous donner et ce qu'on ne peut pas vous donner. Donc elle a dit ça, on l'a quand même administré ce pénicilline. Donc je crois que les avocats ont de quoi, ils ont du grain à moudre, ils ont de quoi rebondir. La deuxième chose que ça m'amène à observer, c'est la force du nombre. Je crois que moi j'ai vu cette vidéo circuler plusieurs jours avant qu'elle ne décède. Et je suis quand même embêté de savoir que c'est après son décès qu'il y a une mobilisation des Camerounais du Canada. Moi, je ne comprends pas. Je veux dire que je suis un peu gêné. Non, mais les Camerounais sont mobilisés pour qu'on la sorte de l'hôpital où elle se plaignait. Tout à fait, parce qu'elle s'est plainte pendant... On la met dans un autre, il y a eu une mobilisation. Elle s'est plainte quand même pendant plusieurs jours qu'elle voulait changer d'hôpital. Qu'on la sorte de cet hôpital. Une vidéo a circulé. Moi, j'ai vu cette vidéo, elle était encore vivante quand j'ai vu la vidéo circuler. Et il faut qu'il y ait une véritable solidarité agissante entre Africains en général quand ils sont de l'autre côté de l'étang. Parce que on n'est jamais mieux en dehors de chez soi-même. Et moi, ce décès devrait permettre aux Africains de tirer un enseignement qui devrait être un peu plus solidaire les uns les autres quand ils sont à l'étranger. Parce qu'il est quand même inconcevable qu'elle soit même interdite de visite. C'est quand même surréaliste. Est-ce qu'elle était victime? Est-ce qu'elle avait chopé une maladie honteuse au point où
elle soit interdite de visiter même pas sa propre soeur qui est médecin. Je crois qu'il y a tellement de dysfonctionnement dans la procédure qui, à mon sens, donnerait suffisamment de matière aux juristes et aux avocats de saisir cette affaire à bras le corps quand on est quand même dans un pays comme le Canada qui a priori est un pays qui est nettement perçu comme un pays qui est très avancé sur le plan de la médecine et même de la gestion de ce type de situation. Je crois qu'il y a assez de matière pour permettre aux juristes de réagir et c'est la dernière chose à observer, c'est que c'est bien qu'on ait une foule qui sache faire foule, peu importe les circonstances, parce qu'avec la force du nombre, on permet quand même à pouvoir obtenir des choses et faire inverser le rapport de force. Je pense que si les gens s'étaient mobilisés un peu plus tôt, peut-être que le pire ne serait pas arrivé. Mais hélas, on va simplement s'incliner devant ce décès-là, okay, et s'étonner de ce que dans un pays comme le Canada, qu'on puisse en arriver autant à un tel degré de gravité de négligence médicale. Ça me semble assez surréaliste. Docteur Luison Essomba, c'est une négligence, à votre avis? Au-delà d'une négligence, moi je vois... Parce qu'elle dit qu'elle fait des allergies par rapport à la piscine. Bien entendu. C'est un élément important sur lequel les avocats peuvent s'accrocher. Ils ont du grand amour. Au-delà d'une négligence, moi j'y vois un homicide volontaire. De vrai, parce que vous ne pouvez pas, étant à l'hôpital, indiquer que voilà, vous faites l'allergie sur telle chose et on vous inocule justement le produit non approprié. Donc, moi je regarde, j'observe qu'il y a quand même une mobilisation tardive. Parce que lorsque elle lance les cris d'appel, les cris d'alerte, s'il y avait eu une mobilisation un peu plus rapide, vous voyez, la mobilisation se fait quand on se rend bien compte qu'elle est déjà en train, en fait, de perdre toutes ses énergies, en train de partir. Et quand on la sort de là, vous avez vu... Mais la mobilisation se fait après l'appel à vidéo. La sort de cet hôpital-là. Pas aussitôt. Pas aussitôt, parce qu'en réalité, quand on recoupe les faits, on se rend bien compte que les faits datent de quoi? De samedi, quand elle fait l'annonce. Je pense que je crois que c'est quelques jours plus tard qu'on voit une réelle mobilisation, parce que quand elle dit je suis en train d'aller vraiment, je ne veux pas mourir, prenez soin de mes enfants, c'est là où le message, étant fort évocateur, a dû donc inciter cette mobilisation que nous voyons plus forte aujourd'hui. Mais ce que je regrette, c'est simplement qu'un pays comme le Canada, d'ailleurs Maître le disait avec force et vigueur, un pays comme le Canada qui sur le plan médical est un pays très avancé, on est quand même curieux de savoir que quelqu'un puisse mourir dans de telles conditions. Le fait qu'on inocule un produit non approprié, ça fait mal, et je pense que comme tout être humain, on ne peut que s'incliner devant sa dépouille et exiger que justice soit faite. Voilà. Raphaël Ndougo, on va revenir sur les fonctionnaires et la fonction publique. On demande également, dans ce document, instruire le ministre de la fonction publique, la réforme administrative, de veiller à la tenue régulière des conseils régionaux de discipline. Ça veut dire quoi? Que c'était rangé aux oubliettes? Mais on se réveille tout le monde, on se réveille tous après 21 ans. Quand le président a déjà demandé son secrétaire général d'écrire à son moment la primature, ça veut dire que c'était aux oubliettes, qu'il n'y avait plus de tenue de ces conseils. Oui. Et nous avons évoqué tout à l'heure les fonctionnaires qui sont affectés dans les régions, les conditions dans lesquelles les fonctionnaires travaillent. Tout à l'heure, nous parlions du logement. Nous disions simplement que le logement actuel, avec ce que nous vivons aujourd'hui comme le coût de vie très élevé, nous nous souvenons de 2008, tout à l'heure, Guy faisait allusion avait une pensée pour la période de Mbanga. En 2008, c'était des émeutes de la faim. Vous vous souvenez du conseil des ministres tenu par le président de la République, présidé par le président de la République, qui nous avait demandé qu'avons-nous fait. Ça veut dire que le panier d'aménager qui coûte cher. Et maintenant, le logement. Pour avoir accès à un logement, c'est-à-dire du genre appartement, 2 chambres, salon, ici à Douala, c'est 100 000 au moins. Et le fonctionnaire est payé, le non-logement est payé à moins de 50 000. Ça dépend des quartiers aussi. Oui, mais de toutes les façons, vous savez très bien que le logement coûte cher. Ça veut donc dire quoi? Ça veut dire que si l'État continue à construire des logements, moi je ne vais pas appeler ça sociaux, mais au moins des logements pour ses fonctionnaires. Si l'État logeait ses fonctionnaires, on n'en serait pas au niveau du coût du logement qui est élevé. Ça veut donc dire quoi? Dans quelles conditions ces gens-là travaillent?
Nous avons évoqué tout à l'heure comment les gens vont suivre le dossier à Yaoundé. Si donc, on essaie je vais appeler ça quoi, déconcentrer peut-être, c'est comment on appelle ça, docteur? Oui, c'est-à-dire oui. enlever ce pouvoir-là de Yaoundé pour les renvoyer dans les régions. Pour que simplement, au moment où vous devez avancer, vous avancez automatiquement. Au moment où vous devez toucher votre avance de salaire, je vais appeler ça quoi, votre pension votre salaire, comment on appelle ça? Lorsque vous devez avancer et vous devez avoir votre rappel, vous n'avez pas besoin d'aller négocier aux finances. Donc vous voyez tout cela. La dernière chose, c'est d'aller autour. Tout à l'heure, vous avez vu la grève du chantier naval. Comment est-ce qu'on soigne les fonctionnaires chez nous? Parce que vous avez suivi là, on vous a dit, ils ont un souci de prise en charge. Quand le fonctionnaire se pointe dans un hôpital public, est-ce qu'il est pris en charge automatiquement? Ça veut dire que le fonctionnaire est rendu au 15 du mois de mars comme celui-ci et qu'il n'a même plus de l'argent dans ses poches, ne peut pas se faire soigner. Tout le monde sait comment le fonctionnaire vit. Donc, ces conseils au niveau régional là, il faut mettre un ensemble dessus pour toiletter, pour chercher à comprendre quels sont les vétérans. D'ailleurs, on ne sait plus à comprendre. On connaît là les problèmes. Donc, il faut tout simplement les extirper pour qu'on ait une fonction publique idoine qui peut servir notre pays. Guy-Hervé Fongan, qu'est-ce qu'on fait? Non, je veux dire que c'est encore de la fumisterie, c'est un autre écran de fumée. Parce qu'on demande le conseil supérieur à la fonction exactement, je vais vous publique. dire pourquoi. Quand on demande de tenir les conseils de discipline, moi j'ai envie de rigoler. Parce que les mêmes, on peut demander au même président de la République quand est-ce qu'il y a le dernier conseil des ministres. Ouais, personne ne peut donner avec exactitude. Parce que dans un pays, on ne tient pas le conseil de ministres. Ça n'existe nulle part. Alors que dans un pays sérieux, vous avez les ministres qui rentrent au gouvernement, qui sortent sans jamais avoir rencontré le président. Ils n'ont jamais échangé, discuté avec lui. Ils n'ont jamais vu. Et je pense que ça pose quand même un problème sur le minimum de rigueur et d'exemplarité qu'on peut exiger. Ils n'ont jamais vu le président. Il y a quand même la cérémonie des vœux, non? Mais vous savez... Il n'y a que cette année où elle n'a pas eu lieu. Voilà, donc vous avez des ministres qui vont sortir du gouvernement sans jamais rencontrer le président. Comment ça? Il n'y a pas eu gouvernement l'année passée? Parce que la vérité, on peut demander aux gens de tenir un conseil de discipline, alors que vous-même, en tant que le patron, vous n'avez jamais réuni vos collaborateurs, vous n'avez jamais parlé avec eux. Donc, ouais, toutes ces incongruités-là, dont de raison, sont des éléments des circonstances aggravantes qui peuvent expliquer l'indiscipline. Parce qu'il ne faut pas demander aux gens de faire ce que vous-même vous ne faites pas. C'est comme quand vous avez un enfant à la maison. Si l'enfant à la maison vous voit rentrer tous les jours à 2 h du matin et que vous lui dites que je fais mon portée à 20 h, quand c'est que vous rentrez tous les jours à 2 h, il ne vous prend plus au sérieux. Donc, je veux dire que c'est un peu inconfortable de savoir qu'un gouvernement peut demander, même sous conseil discipline. Moi, j'ai dit qu'il y a des préalables sur lesquels il ne faut pas tergiverser. Les choses qu'on peut attendre de manière directe, efficace de ce conseil supérieur de la fonction publique, ce n'est pas des écrans de fumée tels qu'on veut. Guy-Hervé, vous nous faites comprendre que si les salaires sont revalorisés, revalorisation des salaires, il n'y aura plus d'absentéisme. Il faut harmoniser. Il n'y aura plus d'absence. Il faut créer les conditions pour permettre. Il n'y aura plus d'absence. Non, pas qu'il y aura plus, il y aura moins d'absence parce qu'il faut créer un cadre et un environnement qui permet aux fonctionnaires de travailler en toute sérénité. Donc et puis il faut prêcher. Chercher l'argent ailleurs. Évidemment, c'est naturel. Je veux dire qu'il faut un minimum de charité, il faut un minimum de bien-être pour pratiquer la charité. Quand vous voyez exiger de quelqu'un qui vit avec moins qui a un salaire d'à peine 100 000 francs, vous le demandez des choses assez compliquées à tenir. Il faut un minimum de bien-être, pour pratiquer la charité. Et on peut comprendre l'attitude de certains fonctionnaires rebelles qui sont frustrés par le cadre dans lequel ils exercent de manière quotidienne leur métier. Et aujourd'hui, on a près de 3 000 milliards de francs qu'on a engloutis pour construire des stades. On a paupérisé les fonctionnaires qui vivent pour la plupart, certains fonctionnaires, parce qu'il y a le gouvernement a réussi à sectariser la fonction publique. On a créé les conditions pour que certains fonctionnaires vivent dans un misérabilisme déconcertant. C'est ce qui est le cas pour les gens qui sont les plus nombreux, bizarrement. Et donc, c'est que ils sont sacrifiés au détriment des autres qui sont payés pendant qu'ils sont collectés. Donc, je veux dire qu'il y a des choses essentielles sur lesquelles on attend la fonction, nos dirigeants. Et la meilleure chose à faire, c'est de prêcher par l'exemple. Qu'on commence par tenir des conseils de ministres, que les gens aient l'impression, au moins on prêche par l'exemple et qu'on donne le temps et qu'on fixe le cadre. Pour vous, la priorité, c'est quoi? Ces gens-là, je vais aller au-delà de ce que dit Guy-Hervé Fongan, parce que, voyez-vous,
Je pense que lorsque le locomotive ne tient pas, les wagons ne peuvent pas tenir. Il me semble, en matière d'enseignement supérieur, ça c'est sous le contrôle du professeur Essomba, que dans le statut de l'enseignement supérieur, il est prévu le conseil supérieur de l'enseignement supérieur. C'est-à-dire le conseil de l'enseignement supérieur qui est présidé par le chef de l'État lui-même. Et c'est là qu'on prend autour de ce conseil qu'on prend les véritables orientations pour savoir quel étudiant on attend à l'issue de la formation académique. Vous permettez, on va d'abord accueillir Sylvestre Hippolyte Zangaou. Bonsoir Sylvestre, au menu de 100% foot tout à l'heure. Bonsoir Serge Alain, au menu de 100% foot, nous parlons de ces destins qui sont bien tracés. Seydou Mbombo-Ndioye en est un exemple jugé inéligible une semaine avant l'Assemblée générale de la Confédération africaine de football par le tribunal arbitral du sport. Seydou Mbombo-Ndioye, président par intérim de la Fédération camerounaise de football, revient de cette Assemblée générale auréolé du titre de 4e vice-président de la Confédération africaine de football. Et oui, il est désormais le 4e homme le plus puissant du football africain en plus de son élection au comité exécutif de la Confédération africaine de football. C'est en grande pompe qu'il a été ovationné par le personnel de la Fédération camerounaise de football ce jour au siège de la FECAFOOT à Tinga, Yaoundé. Vous aurez ces images et les réactions dans cette édition de 100% foot. Nous reviendrons sur l'élection par acclamation de Patrice Motsepe, le Sud-Africain désormais le patron du football sur le continent. Nous parlerons également des championnats professionnels tels qu'ils sont déroulés dans le cadre de la deuxième journée en Elite 1 et en Elite 2. Et pour en parler ce soir, deux experts du football avec nous en plateau. Le sélectionneur de l'équipe nationale de football des moins de 17 ans du Cameroun qui était déjà aux portes du Maroc lorsque les Marocains ont décidé qu'à cause du coronavirus, ils ne pouvaient plus organiser l'édition 2021 de la CAN U17 à Nice-Bargafou. Ils seront en plateau ce soir, tout comme Serge Kamdem-Kwam, le premier vice-président de la Ligue régionale de football de l'Ouest. Sylvestre Hippolyte Zangaou, vous dites que le Seydou Mbombo-Ndioye a été acclamé cet après-midi du côté de Tinga. Vous êtes sûr qu'il n'y a pas une lettre du TAS qui est en route là? Pour invalider sa nomination. Non, c'est pas ce que j'ai dit. Hein. Ça arrive tout le temps, les courriers du TAS. Écoutez, c'est fini. Désormais, pour le match, la fin du match. Désormais, sur le continent, Serge Alain, ce qu'il faut savoir, c'est que Seydou Mbombo-Ndioye a fait partie de ces personnalités-là dont on peut dire que qui peut le plus, peut le moins, puisqu'il est au-dessus de l'exécutif à la FECAFOOT désormais. C'est le 4e patron du football africain. Donc, il a désormais le choix entre continuer à exercer les fonctions de président par intérim de la FECAFOOT ou celle de 4e vice-président de la Confédération africaine de football. Les deux fonctions ne sont pas incompatibles, bien évidemment, mais à lui de voir. Voilà, tout à l'heure, 100% foot avec Sylvestre Hippolyte Zangaou. On arrive au thème, rapidement, 30 secondes. On sort. Le conseil supérieur le conseil de l'enseignement n'a jamais presque eu lieu, alors que c'est le président de la République qui est chargé de le présider. Voyez-vous, que peut-on donc en attendre de celui qui à son niveau ne prêche pas l'exemple? Ok. Voilà, Dr Luizo Essomba, on sort. Oui, sans aller autour, je vais rejoindre les autres pour dire que le président de la République doit reprendre la main. C'est-à-dire que respecter la régularité de la tenue des conseils des ministres. Le Premier ministre, lui aussi, il devait faire preuve d'autorité. C'est ça le problème du Cameroun en ce moment? Oui, bien entendu. L'absence de conseil des ministres? Mais oui, parce que c'est une instance de coordination gouvernementale. Vous voyez donc que tous ces problèmes-ci, en réalité, peuvent être posés. Ça va éviter la cacophonie gouvernementale? Ça peut éviter. Chacun fait ce qu'il veut. Ça peut éviter. Et effectivement, c'est le cadre par excellence pour éviter donc cette cacophonie gouvernementale. Donc, je vous évoquais ici que c'est ce gouvernement qui est aussi autour de deux grands principes, le principe de la solidarité et de la collégialité. Et on se rend bien compte que le Premier ministre doit aussi prendre la main. Il doit faire preuve d'autorité. On a vu Peter Mafami Nsongé. À la veille des paiements de salaire, il se rend compte que le ministre des Finances, Babou Boutoune, n'est pas au Cameroun. Il s'interroge, mais où est-il? On lui dit, oh, il est sorti. Oh, c'est lui qui a l'autorité, qui a l'autorisation. Vous savez que. Dès qu'il n'avait pas autorisé la sortie du. Il n'avait pas autorisé. Avant midi, le samedi, avant midi, aucun ministre ne peut sortir. Avant midi, après midi, après 12 heures, vous pouvez partir. Ça, c'est l'instruction générale. Donc, oui. Vous voulez dire que les ministres ne voyagent pas le vendredi? Non, c'est donc une erreur. S'ils sont partis le vendredi, c'est qu'il y a une autorisation du Premier ministre. Oui. Ça veut donc dire. Et
Peter Mafan a dit au président, mais si vous n'enlevez pas ce monsieur, je balance ma casquette de Premier ministre. Et quand Meva est rentré, le président l'a enlevé. C'est donc pour dire que le Premier ministre peut reprendre la main. Il faut la force. Reprendre la main, il s'impose en tant que chef du gouvernement. Et à partir de là, les choses comme les conseils supérieurs, la fonction publique, tout cela, ça peut y aller de soi. Voilà, Chief Docteur Joseph John Gouté, Premier ministre, chef du gouvernement du Cameroun. Bonsoir, madame, monsieur. Bonsoir, Ponty. Bonsoir, le Premier ministre, chef du gouvernement.